So I wish everyone a very good and pleasant afternoon. I feel immense pleasure in welcoming Honorable Vice Chancellor, Amity University, Rajasthan, Professor Rakesh Bhatnagar, Pro Vice Chancellor, Sir, Professor Amit Jain, jury members for the technical sessions, Professor Nalini Thampi, Professor Abhijit Karpon, Professor Nilanjan Chakrabarti, Dr. Arun Kumar Santhalingam, and Dr. Nidhi Rai Singhani. Our guests of honor, Ms. Marilyn Den and Mr. Jatinder Singh from French Embassy, to the celebration of Francophonie Day, scheduled to be on 20th March every year across the globe. It is on this occasion that Amity School of Languages has organized a two-day international conference on the topic, the French language connection for action, in French language, as well as student competition on PPT presentation of French civilization. So I welcome everyone to the inaugural session of the conference. I take the opportunity to introduce HYASL and the convener of the conference, Professor Deepa Chakrabarti. She is heading the Amity School of Languages since July 2010 and has played an instrumental role in laying the foundation of doctoral UG, PG programs in French and English, along with value-added courses in German, Spanish, and Chinese. She's also obtained master's degree in French from Rouen University, France, and PhD from Jaipur University, Calcutta. She has worked at Postgraduate Department of French at Calcutta University, Alliance Francaise in Calcutta, and Ramakrishna Mission Institute of Culture, Gold Park. Her publication includes 3 books, one in French, edited Bangla translation of the French novel Birth of Phantoms, and another one edited Rethinking Theatre, Drama and Sustainability Studies. She has also organized many international conferences and webinars and has developed a full module on Da Literature Francophone for MOOC program on French studies for SWAYAM by the National Resource Center of HRDC Pondicherry University. May I now request ma'am to kindly deliver the welcome address for the conference. Thank you, Dr. Aditi. In fact, it's my honor and privilege to welcome our very esteemed Honorable Vice Chancellor, Sir, Amity University, Rajasthan, Professor Rakesh Bhatnagar, Honorable Pro Vice Chancellor, Sir, I think you will be joining us in a moment, Professor Amit Jain, esteemed guests from French Embassy, Ms. Marilyn Ledin, who is Attaché for Cooperation in French Language, and today's guest of honor. We have also Mr. Jatinder Singh, Deputy Director, Office of Cooperation in Education and in French Language, French Embassy, present with us. He has already joined us. Welcome, Mr. Jatinder Singh. We have our respected jury members, many of whom have already joined us. They are the resource persons who will be enriching the sessions after listening to the presentations and the deliberations on several themes on French studies across this 2 days conference and competition. I also welcome dear participants, dear colleagues and students. Once again, I extend a very hearty welcome to each one of you and welcome you to this event of Francophonie festivities at Amity University, Rajasthan, on the occasion of World Francophonie Day that is celebrated in the month of March every year across the globe in the 5 continents. So in fact, our institute, Amity School of Languages, is celebrating this occasion for the last 12 years. And but every time we make it a point, to add a different perspective to it. Last time we had a week-long celebrations. We had quizzes, skates by our students, culminating on roundtable discussions where Fatia Kamusi, head French Embassy, also joined us, along with several other luminaries, talking on the viability of Francophonie in contemporary world. This time, on the other hand, we have planned a 2 days conference, an international one, because there will be participants who will be joining from California as well,
as well as from many of the cities across India, from Ernakulam, from Pondicherry, from Shantiniketan, and Jaipur, Chandigarh, as well as from our own institute. Many teachers and research scholars will be showcasing their contributions and their research on Francophone studies. In fact, today, Amity School of Languages, I would like to I'd like to use this platform to tell you all that today the basket for French studies is almost complete with programs at UG, PG level and at doctoral levels. We have BA Honours French. We are starting with our MA French. I feel so excited. And also we have doctoral courses in French studies and more than 8 researchers who are doing their research very sincerely. So with this, in fact, this time, as I told you, we have organized a conference where our research scholars as well as other research scholars, our own teachers and other teachers also join us and show their own potential, along with the luminaries and the experts in the field, like Professor Nalini Thampi, who is recently awarded the Chevalier degree, which is a great honor that she had and made us proud. She's from Pondicherry University, and I think ma'am has already joined us. And we have Professor Abhijit Karkun, former chairperson, CFFS, Center for French Studies, French and Francophone Studies, from Jawaharlal Nehru University, New Delhi. We have also Professor Nilanjan Chakravarti, who is Professor of French and Coordinator, CMELS, Center of Modern European Languages at Vishwabharati Shantiniketan. We have Dr. Nidhi Rai Singhani, who is heading the French department at Rajasthan universities. And also along with them, I'll be also deliberating on the various presentations across these 2 days. As I was telling you, the 2-day celebrations will also have, presentations by undergraduate and postgraduate students of Amity University, Rajasthan, because we at our institute of Amity University, Rajasthan, we have almost 50% of the students who take French as their language. So this is a huge platform where they can showcase their knowledge. So they were all asked to participate in this, and 6 of them are shortlisted. Of course, there are other students from other universities as well who have joined in these presentations on French civilization and culture. So besides this, as I was telling you, a very important part of the event is the distinguished jury that we have, that includes Madame Marilyn Ledin, who is attaché for French language in India, French Embassy. And we have Jatinder Singh Ji, who is Deputy Director, Office of Cooperation in French Language and in Education in India, French Embassy. They will be all our resource persons, and I welcome all of them. And I feel so honored and humbled by their presence. So over to you, Dr. Aditi. I think I've touched upon all the things we want to showcase during these 2 days. Thank you. Thank you, ma'am.
It gives me immense pleasure to introduce to our audience Honorable Vice Chancellor, Amity University, Rajasthan, Professor Dr. Rakesh Bhatnagar. He's currently the President of Amity University, Rajasthan, and Senior Vice President of Ritanand Balved Education Foundation, New Delhi. Before this, he was the Vice Chancellor at Banaras Hindu University, Vice Chancellor of Kumaon University, Nainital, and Professor in School of Biotechnology, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. After completion of his PhD from the Department of Biochemistry, National Sugar Institute, Kanpur, he moved to Freiburg University, Germany as scientist, France as visiting assistant professor, National Institute of Health USA as visiting associate, and United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases USA as senior NRC associate. After turning to India, Professor Bhatnagar joined School of Biotechnology, Jawaharlal Nehru University as associate professor and subsequently became professor. He's well known for developing recombinant vaccine against anthrax, the technology of which has been transferred to the industry, and vaccine has successfully completed phase 1 and 2 of human clinical trials. One of his significant contribution in the field of research and innovation has been the development of drug-resistant TB diagnostics in collaboration with one of the topmost diagnostic company. His research has been ranked 7th in the anthrax research globally. He has received several prestigious awards and recognitions, few of them being President's Award for Best Innovation, ICMR Award for Outstanding Research Work in the field of Immunology by Honorable Health Minister, Government of India, and All India Biotech Association Award. He has also created a world-class state-of-the-art biological safety laboratory level 3 in Jawaharlal Nehru University, which is one of its first kind in the university system. May I now request sir to kindly deliver his address to the audience. Dr. Aditi, also we can, move the slide. I should remove the slide, ma'am. Yes. Yeah, sir can be more visible. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You are. Shall I try to say bonjour? Sir, you say it perfectly. Bonjour. In fact, I am the least knowledgeable person around here in French. So my honorable guests from French embassy, my own colleagues, I am not pronouncing their name, fearing that my pronunciation may not be incorrect. My own colleagues, plus all the faculty member and students who are participating in this wonderful program on French Francophone Day. What do you call it? Francophonie Day, sir. Francophonie Day. My French knowledge is very, very limited. Although in my introduction, it was told that I spent some time in France. I spent a sabbatical in France in a northwest city called Caen, that is in Normandy province, which rains a lot. I was working in a university hospital to learn how gene expression is altered in arthritic patients. I was very fortunate to go to France, and my younger daughter was born in France. So she was named by French people. You know, my own brother-in-law is a Frenchman. So when he saw her, he wanted to give her a French name also. So they gave her the name Melanie. Melanie. M-E-L-A-N-I-E. Song, okay? So Melanie is now a grown-up girl, and now she works in London. She is head of the Department of Science. And a couple of years back, she wanted to visit the place where she was born.
So what she did, she chose the right day, her birthday, and went to France and found out the place where we used to live. It was a very small village, just 2 kilometers off the limit of the city, called Beauville. And she went there. So we used to live in a small farmhouse, and the farmer used to live in a bigger farmhouse. And nowadays, in the house we used to live, it is rented out as bed and breakfast for the tourists. So what she did, she booked the bread and breakfast from the online site and reached over there. And she wanted to meet the landlady, Madame Loss. Madame Loss was, and her husband was Jean-Pierre. So she wanted to meet both of them. So when they knew that she's my daughter and she's visiting on her birthday, so they say, no, you are not going to live in a hotel kind of situation. They took her to her big home and they celebrated her birthday. And then Madame Loss took her and showed all the places, which were connected to her life, where she was born, where her father used to work, etc., etc. So we have a very nice memory of France. So I wish if I could speak in French. My French is very bad. I only learned to say bonjour, and anytime I wanted to talk to someone, the very first thing I used to ask, parlez anglais, so that I can speak in English and the person can understand. But the interesting thing happened. My elder daughter, who was 6 years old, she went to French school. And she became so popular because in that village, perhaps they have never seen a foreigner. So she was like a toy for the whole village. And children wanted to request her to spend weekend with them. So she used to sometimes sleep over in some other family and enjoyed learning French with French people. So within 15 days, her French was so good that she became our interpreter. Anytime we went to the market, we went to sightseeing, we went to weekend trips, we used to ask our daughter to translate whatever we are saying in French so that the French people can understand. So this is the little connection I have with French and France. And 1 month from now, I will be in France. There is a meeting in my research area, Bacillus 2022 in Paris, and I am one of the members of their international organizing committee. So I'll be spending 1 week in France and renewing my old memories. So with these words, I thank you very much for organizing this wonderful meet. And I hope that this program will be very successful, which will create interest for learning French for our students. Thank you very much. And Abhijit is here. Abhijit? Abhijit, I think. Hello. Hi, Abhijit. How are you? How are you, Rakesh? I'm fine. Nice to see you. Sure. I have been part of this, Professor He's Chakraborty. our BOS expert for French studies. So It's very long, and I think the department has really done very well, and it's a privilege to be part of you. Amity University Rajasthan has been always a vanguard in French studies, and pushing forward all the positive agenda. It has been a privilege for me also.
Thank you so much, Honorable Vice Chancellor. I am still your Rakesh, okay? No, it's all right. I mean, in JNU, of course, I mean, it's good to see you as one of us. We have spent something like... Sir is a very positive person, very supportive. And whenever I have any program, I call sir because that positive vibe I need. And most of the time, sir doesn't refuse. Thank you, sir. Thank you for sparing. Professor Bhatnagar is a wonderful person. I'm sure you will, I mean, you will progress in leaps and bounds. And he understands what is international relations and the importance of being together, collaborative projects. And he himself being a scientist who has been always in the forefront of research and also. It's really a privilege. I know. Thank you, Abhijit. Thank you, Abhijit, for joining us. My pleasure. My pleasure. Wish you all the best for this wonderful meet. Thank you, sir. Thank you, sir. May I now take the opportunity to introduce Pro Vice Chancellor, Amity University, Rajasthan, Professor Dr. Amit Jain. He's currently Pro Vice Chancellor, Dean, Faculty of Management, and Director, Amity Business School at Amity University, Rajasthan. Professor Jain holds a PhD from Sardar Patel University and has completed FDP from IIM Ahmedabad. Prior to this, Professor Jain was Director, International Collaborations and Professor, School of Business at Manipal University, Jaipur, Director, School of Hotel Management at Manipal University, Jaipur, Associate Professor and Chairperson MBA at JK Lakshmipat University. He has been a visiting professor with University of Technology, Sydney, Australia, Istvan University, Hungary, and Jano University, Slovakia. He has designed and conducted training programs and sessions for executives of various organizations, including IDBI Bank, Bank of Baroda, JK Paper, Vida Clinical Research, and many more. May I now request, sir, to kindly address the audience. Thank you so much, Dr. Aditi. I hope I'm audible. Yes, you're audible. Yes. Thank you, Honorable Vice Chancellor, Professor Rakesh Bhatnagar, Head of the Department, Dr. Deepa Chakrabarti, guests from French Embassy, Ms. Merlin and Mr. Jatinder Singh ji. It was an honor and pleasure to meet you at the campus when we were planning the earlier workshop. A very warm welcome to all the experts from different institutions. I can see Professor Nalini, Dr. Arun Kumar, Professor Nilanjan, right? The Professor Vijit we just talked to. A very warm welcome to everyone. I'm so glad and happy that we are organizing this event. And as Dr. Deepa already shared, that Amity as an institution, we are very unique because I believe we are the only one where we have a foreign language compulsory for all our students across the programs, which is something very unique. And as Dr. Deepa shared, although we give 4 options to them, French, German, Spanish, and Mandarin, but French happens to be the most preferred and most loved language, right? Maybe it is the sweetness of the tone that we get in French, or maybe the richness of the culture that we get to know about when we learn French. But either of that, it is really wonderful always to interact with people from that part of the world. As Dr. Aditi shared, in my previous role, I've been a Director for International Collaborations, and I've been vouching for collaborations with a lot of international partners. And I must mention here about Sanjana, Director of French Institute. She has been a good friend and supported us in collaborating with many universities in France. In fact, we had a collaboration with a consortium of 50+ engineering institutions, and we could do many exchanges there also. And we look forward to have these kind of collaborations. Every time Dr. Deepa visits France, she brings some good partnerships and some good friends to us. And some of these partnerships are really going very well. One very active partnership that we have is with the Rennes School of Business France, and every year some of our students are going there, some of their students are attending some programs. Although in pandemic it happened online, but still the partnership continued, the learning and sharing of experience continued.
Similarly, events like this, if I talk about, it's a great way to know and understand the language, and that too when the participation from some of the best institutes. There are very few institutions, I must say, that who are specializing in French, and Amity being one of them. And when we have experts from all other institutions who are making a mark with their academic and literary work in the French language, we really feel proud and happy about that. So my congratulations and best wishes to all the participants of this celebration, to all the participants of this conference. My good wishes to all. Thank you so much. Over to you, Doctor. Thank you, sir. Thank you, sir. It's always a pleasure to have you, sir. And your words of encouragement really allow us to move forward. Thank you, sir. Let me now introduce to our audience our guest from French Embassy, Mr. Jatinder Singh. He's Deputy Head for Cooperation in French Language and Education since January 2005. He's also the Member Industry Advisory Board at Amity School of Languages, Amity University, Rajasthan. He's also been involved with administrative coordination of pan-India activities to promote French language in India on behalf of the Embassy of French in India. Mr. Singh is also responsible for bringing French schools and universities closer to their Indian counterparts to collaborate on various academic projects. His portfolio also includes organizing national and international workshops and conferences for French language teachers in India. He is also responsible for coordination of teacher training programs in France. He has completed master's degree in French language and literature and holds a diploma in intercultural management from University of Caen, France. Aditi, French I would Embassy has also like to introduce our guest of honor for today, Ms. Marlene Ladin. She's been working in she's attaché for cooperation in French language, Institute of France in India, French Embassy, IFI. She's been working in her current position as the attaché since 2018 and is responsible for conducting DELF and DALF examination. She is also the chairperson of Industry Advisory Board at Amity School of Languages, Amity University, Rajasthan. Ms. Ladin has a remarkable academic credentials with a master's degree in economic and business management from University of Nantes, master's degree in HR management from France, and a master's in language sciences, didactics of French as a foreign language from University of Grenoble Alpes. On the professional front, she has worked for 10 years as a social professional counselor for people with disabilities in the Paris region. She has also taught French as a foreign language at the French Institute in Morocco and later went on to be the head of Delta Examination Center at IFI Rabat. She's also worked as the national manager of French language certification at French Institute in Morocco. For some reason, due to her professional commitments, Ms. Ladin could not be here with us right now, but she'll be joining us for the student segment later in the day. I extend floral greetings to both our guests from the French Embassy. And may I now request Mr. Jatinder Singh to kindly address the audience on behalf of the French Embassy. Thank you so much, Dr. Aditi. On behalf of the French Institute in India, its Office for Cooperation in French Language and Education in India, whom I represent today, I would like to thank Amity University Rajasthan for organizing the Francophonie event today, which is the topic also of the conference today. La langue française se connecter pour agir is very relevant today. Also, what Amity University did in the past, also worked with many partners for the elaboration of their curriculum. We'll be talking about it later. I think Deepa ma'am will also talk about it later. So I thank Deepa ma'am, event chair and head Amity University, the School of Languages, Professor Rakesh Bhatnagar, Vice Chancellor, Amity University, Professor Amit Jain, Vice Chancellor, for inviting me, and I thank all the eminent speakers today. I see the names and I'm privileged to attend this event today.
Francophonie for us, it's a celebration. So let's celebrate Francophonie together. Francophonie is women and men sharing one language, which is French. Around 300 million people speak French in the 5 continents. Every year, as Deepa ma'am said in the beginning, every year in March, or the 20th of March, we celebrate Francophonie Day around the world. And on this occasion, Embassy of France, the French Institute in India, the network of Alliance Française in India, Institut Français Jaipur, we organize several events in partnership with many academic institutions, schools, universities, cultural centers, other diplomatic missions. These educational events are aimed at promoting French language and celebrating the community of French speakers and learners in India. The teachers are the bearers of this language, this culture, and the diversity that creates Francophonie. The students, if they have heard of The Little Prince, which is being celebrated by the French Institute in India this year on the 75th anniversary of India, Salome or Camus or Amadou Hampateba, it's again all thanks to the teachers and to their enthusiasm for the Francophonie. It's also thanks to this beautiful language that we have 600,000 French language learners in India who are part of the Francophonie, as well as their teachers. It's also thanks to Francophonie that more than 350,000 student Indians are recruited in French companies which are established in India. And Amity University, Rajasthan has worked sincerely to create a curriculum which is in line with the market trends and prepares its students to play a role in the multinational companies, not only in India, but also abroad. Every day is a Francophonie Day, and we must seize every opportunity to honor it. Amity University Rajasthan has given us this opportunity, and I would again like to thank Amity University for this. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, Jatindraji. I would now request Ms. Mahapurva Pahuja, faculty coordinator We come to the end of the inauguration. of the event, to deliver a vote of thanks for the inaugural Very session. short inauguration, but would have loved to have it a little longer. But anyway. Thank you, Dr. Aditi. Good afternoon to the one and all present here, Honorable Vice Chancellor, Professor Rakesh Bhatnagar, Honorable Pro Vice Chancellor, Professor Amit Jain, respected French Embassy representatives, Ms. Marilyn Leda and Mr. Jatinder Singh, respected jury members, Professor Nilanjan Chakrabarti, Deepa Ma'am, Professor Abhijit Karpoon, Professor Nalini Thampi, Dr. Nidhi Rai Singhani, Dr. Arun Kumar Santhalingam, and all the participants. It is indeed an honor and privilege for me to have the opportunity to thank you all to have graced the inaugural session of the event. Not only your presence has set the tone for the day, but encouraged us to successfully conduct the same. I would like to express my sincere gratitude to Honorable VC Sir and Pro VC Sir, whose support is always with us. Respected French Embassy representatives, respected jury members, to take out time from their busy schedule to grace the event. Thank you for inspiring and encouraging us with your words on this special day. I extend my gratitude to our HOI, Professor Deepa Chakrabarti, who is the main architect of this two-day event and who stood by us all the time. I thank all the paper presenters, all the undergraduate and postgraduate students to show their enthusiasm to contribute to the Francophonie celebrations by reading papers and by presenting their thoughts on French and Francophone culture and civilization. Thanks to all the teachers and the students of Amity School of Languages. Last but not the least, I thank the IT support and the marketing and admission cell who helped us to put in place this event. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. With this, we come to the end of the inaugural session. The session will soon be followed by the first technical session. So I request all the participants to stay back for the technical session 1. The paper presenters for the next technical session are Dr. Nadia Benashur, Pradati Das, Rupa Acharya, Suchitra Rajavelu. So I now hand over the session to Ms. Mahapurva Pahuja, who will be conducting the session. Thank you, ma'am.
Very Thank you, well Dr. conducted, Aditi. Dr. Aditi. We will now have a break of 2 minutes. 2 minutes. Yeah. I request you all to be there, and shortly we'll start the technical session 1. Okay, we will now start the technical session. Mahapurva, let's start it because otherwise we'll get late. Yeah. Okay, so now we will start our first technical session on Francophone literature. This session will be chaired by Professor Nalini Thampi, Professor and former head of the Department of French, Pondicherry University, and by Professor Nilanjan Chakravarti, Professor of French and Coordinator of Center for Modern European Languages, Literatures and Culture Studies, Vishwa Bharati University. I invite Professor Nalini Thampi and Professor Nilanjan Chakravarti to chair the session. Due to some technical issues, our first presenter is not available. So I now invite Pragati Das to introduce herself and to present her paper on Le terrorisme qui exploite la vie des gens. Can she be given the rights? And we can Yes. also, yeah, okay. I request IT support to give the rights to Pragati Das. The panelist has already rights, ma'am. Okay. Mesdames et messieurs, pouvez-vous m'écouter? Oui, on vous écoute, hein, pas de problème. Donc, présentez-vous d'abord et puis vous présentez Oui. la communication. Vous pouvez voir mon écran. Oui. Alors, Mahapurva, Oui. ouais. Essayez de voir les autres participants également. Je commence. Commencez. Ok. Merci, madame. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Pragati Das. Je suis étudiante de PhD à l'Université de Vishwa Bharati Shantiniketan. Aujourd'hui, mon sujet est le terrorisme qui exploite la vie des gens, une étude de la trilogie de Yasmina Khadra. D'abord, qu'est-ce que c'est le terrorisme en général? Le mot terrorisme vient du mot terror qui est utilisé d'abord en 1794. Selon la définition, le terrorisme est un ensemble d'actes de violence comme les attentats, les prises d'otages commis par une organisation ou un individu pour créer un climat de terroriser ou pour exercer un chantage sur un gouvernement ou pour satisfaire une haine vers une communauté ou d'un pays ou d'un système. Ensemble, c'est l'usage de la violence et des armes contre des civils pour promouvoir une groupe, une cause ou un individu. Parfois, il est difficile de distinguer les actes de résistance et les actes de terrorisme parce qu'ils sont les deux termes avec les objectifs différents, mais à la fin, tous les deux commettent des actes de violence. Alors, l'aspect le plus terrifiant du terrorisme est qu'il attaque souvent les gens communs, qu'il a les effets horribles sur leur esprit. Maintenant, je vais commencer avec les écrivains sur le terrorisme. André Malraux, le terrorisme dans son roman La condition humaine. Même les écrivains francophones
il essaie de montrer la vraie condition des pays qui sont touchés par le terrorisme. Par exemple, Yasmina Khadra, un écrivain algérien, il donne une nouvelle perspective sur le monde arabo-musulman. Ces romans donnent une chance de comprendre la vraie situation du Moyen-Orient avec sa trilogie, Les hirondelles du Kaboul, L'Attentat et Les sirènes de Bagdad. Il y a un autre auteur, Amin Malouf, qui est un écrivain libanais. Quand il était jeune, il a vu la guerre civile au Liban et par ses expériences personnelles, il a écrit son récit, Les désorientés. Alors, comme j'ai choisi seulement Yasmina Khadra, alors je commence par sa vie. Yasmina Khadra est écrivain algérien. Il est servi comme un officier dans l'armée algérienne pendant la guerre civile en Algérie. Il a choisi d'exprimer sa expérience par l'écriture, mais comme il était dans une position militaire, il a des lois et des obligations qu'il doit suivre avant d'écrire. Alors, il a choisi le pseudonyme Yasmina Khadra à l'écriture pour éviter la censure. C'est le prénom de sa femme parce que son vrai nom est Mohamed Moulessoul. Il a aussi choisi son nom de plume parce que pour émancipation de la femme musulmane, parce que la situation est très pénible dans un monde arabo-musulman. Et aussi, c'est une révolution dans ce monde conservateur d'arabo-musulmans. Alors, le premier texte est Les hirondelles de Kaboul. Quel contexte sociopolitique se passe dans ce roman? Le premier roman, il raconte la vie ordinaire de la société sous le règne des talibans. La vie quotidienne des gens est pleine de peur, de terreur, des exécutions publiques, des tortures, etc. Le peuple n'a pas de droits fondamentaux. Si je parle de la présente situation aujourd'hui, à partir de août 2021, les talibans reprennent la plupart d'Afghanistan sans combat. Alors, je commence. Autre exemple, j'ai écrit que oui, l'incident le plus connu est l'attaque sur Malala Yousafzai. Maintenant, plus tard, elle a reçu le prix Nobel de paix. Alors, après, je commence avec le résumé de Hirondelle de Kaboul. L'histoire se passe à Kaboul avec deux couples qui ont des relations troublées. Un homme qui s'appelle Atik Shoka, il est un chef de prison, mais il n'est pas, il déteste sa vie conjugale parce que sa femme, Moussara, elle est toujours il est toujours malade. Un autre couple, Mohsen Rama, jeune avocat, sa vie aussi, il a une femme très belle, Zunera, qui était magistrat avant, mais à cause des règles talibans, elle n'est plus autorisée à travailler. Alors, cette histoire nous montre comment ces deux couples survivent de jour après jour dans les lois difficiles imposées par les talibans. Ce que je vois dans ce roman est la situation cauchemardesque de la société. Parce qu'avant, Afghanistan était un pays n'est pas très mal, mais paisible. Mais après, quand les talibans ont pris leur règne, ils se transforment en champ de bataille ou en cimetière. Et maintenant, cette ville est dans un état de décomposition. Les gens ont perdu l'espoir dans l'esprit et la condition des femmes s'est aggravée sous le régime de Taliban.
parce que les gens ne considèrent pas les femmes comme des êtres humains, ils les traitent comme des esclaves. Et le port de burqa est obligatoire pour elles. Alors, la condition des femmes est très pauvre et elle n'a pas de droit de l'éducation, n'a pas propre accès aux soins médicaux, etc. Après, je commence mon deuxième roman, c'est L'Attentat. C'est un roman qui s'agit sur la situation du conflit en Israël-Palestine. Palestine est une région où vivent les différentes religions, les Arabes, les Juifs, et aussi c'est la région où il y a des naissances de grandes religions comme le judaïsme, le christianisme et l'islam. Mais aujourd'hui, la Palestine lutte pour sa libération et aussi lutte contre les Israéliens, son pays voisin. Parce que l'Israël devient un pays moderne, un pays cosmopolite, mais Palestine toujours reste en pauvreté. Et de nombreuses personnes ont perdu leur vie à cause de ce conflit. Maintenant, le résumé de ce roman. L'histoire passe en Israël et il commence avec une explosion d'une bombe dans un restaurant en Israël. Près de ce restaurant, il y a un hôpital où travaille Amin Jafri, un chirurgien. Et là-bas, il découvre le cadavre de sa femme, Siem, qui est complètement déchiquetée par l'explosion. Et après, il a compris que sa femme était un kamikaze et elle était la source de cette explosion. Alors, il y a plusieurs événements et son mari comprend quelle raison sa femme a poussé, quelle raison poussait sa femme à commettre un tel acte. Alors, ce que je vois dans ce roman est la condition psychologique du kamikaze. Parce que l'auteur essaie de montrer que l'attentat suicidaire n'est pas, on ne peut pas journaliser les attaques terroristes. C'est un phénomène mondial. Les gens qui choisissent un moyen destructrice, il y a plusieurs motivations. Pourquoi ils choisissent cet moyen. Peut-être il y a des souvenirs cicatrices ou pour venger la mort d'un être cher. Alors, ce sont des psychologiques traumatismes qui est source pour les attentats suicidaires. Après, les organisations terroristes, ils trouvent ces individus, ils les recrutent et ils les entraînent et après ils deviennent des kamikazes. Si je parle d'un exemple, le plus connu est l'assassinat de l'ancien premier ministre Rajiv Gandhi qui était assassiné par une kamikaze pendant une réunion de campagne au Tamil Nadu. Le dernier livre, c'est Les sirènes de Bagdad. Si je parle du contexte sociopolitique, c'est ce qui passait en Irak après l'invasion américaine en 2003. On voit comment cet pays est transformé, où les gens dans ce pays, ou les jeunes musulmans, sont transformés en terroristes à cause de cette invasion. Parce que après l'invasion, les soldats américains humiliaient et traitaient très mal aux gens, aux Irakiens, ce qui résultait les jeunes musulmans devenir des terroristes. Si je parle le résumé de ce livre, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est aussi le narrateur de ce roman, et comment son parcours, comment il est un garçon pur et innocent
dans une vie paisible, dans un village tranquille, tourne dans un terroriste sang-froid, dans une ville plus violente, la plus violente du monde. Le narrateur qui était étudiant dans l'université de Bagdad, mais ses études interrompues par l'invasion américaine en Irak. Après, il retourne son village et il a été témoin de 3 événements horribles qui changeaient sa vie. Alors, il a décidé d'aller à Bagdad et il travaillait dans un magasin, mais c'est tout fausse parce qu'il a créé des explosifs et il a planifié une horrible attaque à Londres avec une arme biologique. Alors, ce qu'on voit est la transformation du narrateur d'un homme ordinaire en terroriste. On peut dire que c'est une biographie du terroriste car d'abord on voit c'est un jeune homme qui est très innocent, mais enfin il se transforme dans un terroriste sans foi. Alors l'auteur démontre comment le narrateur pense cet attentat suicide est un moyen ultime de s'échapper au dilemme de sa vie parce qu'il est humilié, il est désespéré, il est confus. Alors, il a trouvé ce moyen de l'attentat suicide et le moyen ultime. Alors, Khadra prouve que l'islam n'a rien à voir avec la violence. C'est la pauvreté, la corruption politique, l'humiliation et la perte d'être cher et le désespoir, toutes les raisons déclenchent du terrorisme dans l'esprit des gens. Pour la conclusion, je veux dire que Yasmina Khadra, il est soi-même un musulman. Il n'a pas choisi d'écrire, il est algérien, mais il a choisi d'écrire de ces 3 pays de Moyen-Orient, Afghanistan, Israël, Palestine et l'Irak, sa trilogie dans ces 3 pays, pour mettre en relief les idées, les fausses idées du peuple occidental sur l'Orient. Khadra illustre la situation réelle du monde arabo-musulman parce qu'il reste inconnu dans le monde occidental et il a créé une opinion différente de son monde. Alors, il a essayé d'illustrer avec ces 3 romans. Il a dit que pour comprendre le terrorisme, il faut creuser profondément dans les racines du terrorisme. Merci. Thank you, Pragati, for your presentation. Merci. Our next presenter is Rupa Acharya. She is a research scholar from Vishwa Bharati University, and now I invite her to present her paper on Amit Malouf, au carrefour du métissage linguistique. And I would like to request the presenters to please stick to the time given, which is 12 minutes. Thank you. There might be a technical issue. So in that case, we can have request- our jury's comments on Pragati's paper. Maybe since Professor Nilanjan is the supervisor, so I may request, Nalini ma'am, because he himself is the supervisor. So we can use this time, I guess, for your comments. Nalini ma'am is not there? Okay. Yeah, I'm very much there. Okay, great. Bonjour. Bonjour. So, Pragati, je voulais vous demander pourquoi vous avez choisi ce thème en fait. Parce que c'est un thème qui est très dynamique aujourd'hui et c'est un thème qui est toujours en débat.
Alors, j'ai choisi parce que maintenant aussi, il se passe la situation en Ukraine. C'est une situation de guerre, de terrorisme. Ça. Alors, j'ai choisi cette. D'accord. D'accord. Et je crois comprendre dans votre présentation, vous avez dit que le terrorisme n'est pas déclenché par la religion. Ce n'est pas la religion qui en est la cause. Oui, ce n'est pas toujours. Ce n'est pas toujours, ok. Et normalement, quels sont les autres facteurs? Yeah, parce que si je parle, il y a des groupes terroristes, beaucoup de groupes. Et, les raisons peut-être de religion, mais les gens qui, comme les kamikazes ou quelqu'un il est jeune, normal, un jeune normal, mais après il devient terroriste. Alors, qu'est-ce qu'il se passe dans sa vie? Peut-être un souvenir qui est très mauvais, ce qui le mène à conduire être un terroriste ou un kamikaze. D'accord. Et je crois que vous avez mentionné que le protagoniste principal voit le corps déchiqueté de sa femme Oui, oui, oui. qui est kamikaze. Alors, qu'est-ce qui a poussé cette femme à commettre cet attentat? Parce que si là-bas, la femme n'était pas de religion l'islam, elle est chrétienne, mais elle appartient de Palestine. Et D'accord. la situation de Palestine est très mal, très mauvais, et il n'a pas de droit, n'a pas d'indépendance de son pays. Alors, pour son pays et pour son origine, pour son pays natif, elle a pensé d'attaquer dans un pays Israël parce qu'Israël est toujours en guerre avec Palestine. Alors oui, pour crier, ou pour exprimer sa haine contre les Israéliens. D'accord. Et le lieu de l'attentat, c'est où? Où est-ce que l'attentat a été commis? Est passé dans un restaurant en Israël. D'accord, d'accord. Ok. Donc, je ne sais pas si votre directeur de thèse a des observations à faire. Je lui passe la parole peut-être. Euh, on ne vous entend pas. Je crois que votre micro est... Purva, the next presenter is ready. Est-ce que nous avons le... Yes, ma'am. Actually, the problem with Rupa Acharya is not yet resolved. So maybe I can request the next presenter to present. Yeah, but first, Professor Chakrabarti. Yes. Yeah, okay. You are not audible. For some reason. Punit, can you see? Ma'am, problem is with her device. With the device, okay. She is in the panel, but I think I am asking her to rejoin again. No, I'm talking about Professor Chakrabarti. Professor Nilanjan Chakrabarti. He is not audible. I think, sir, ma'am, sir can check their mic settings. Acha, mic set check karna. So you have to join through computer audio. You can leave and join, and there will be some, Also go without your headphones, sir. Without headphone to going in. Trying without headphone. I think you leave and join again. Yes, I rejoin. Yeah, and I think that Ma'am, might. sorry, I am interrupting you. Could you ask sir to unmute? Sir is on unmute only.
In fact, he is trying to unmute. He could not do so. So he left and he would be joining us again. Who will be the Bauki Mahapurva Rupa Acharya still having problem? We move to the next then. Yes, ma'am, I think there's a problem at her end. So the next presenter is Suchitra. Okay. So, Just wait for Professor Chakravarti. And yes. yeah. Maybe we can take his comments afterwards. Okay, okay. Rupacharya is joined. Yeah, okay. Should we start with the next presentation or? Yes. On continue parce que sinon nous aurons très peu de temps à la fin pour le concours. Okay. I think now the problem with Rupa Acharya is also resolved. Okay. So in that case, maybe we can start Rupa, with. yeah, we start with Rupa and then. Okay. So our next presenter is Rupa Acharya. She's a research scholar from Vishwa Bharati University. And now I invite her to present a paper on Amin Malouf au carrefour du métissage linguistique. Yes, ma'am, you can start. Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Rupa Acharya. Je suis étudiant en doctorat à la Université de Vishwa Bharati à Shantiniketan. Je voulais partager mon écran. Si je pouvais le... Une minute. Mahapurva, can you help her because she cannot share, I guess. Yes. Cannot share the screen. Am I audible now? Yes, you are audible. Okay. In fact, the next person has started the comments. Mahapurva, can you help Rupa to join properly? Yes. And meanwhile, we have comments from Professor Chakravarti on the previous presentation. Yes. Oui. Donc, je suis vraiment désolé pour ce problème technique qui s'est posé. Oui, alors, ce que je voudrais poser comme question à Pragati, juste, est-ce que tu penses que, d'après la lecture que tu as faite du terrorisme à travers les romans francophones de Yasmina Khadra et des autres, qu'il y ait une idée qu'on n'est pas le terroriste, mais on le devient? C'est vrai, à partir les narrations de toutes les histoires, à cause d'une situation ou d'un souvenir qui est très, ou un incident très malheureux qui s'est passé dans sa vie, il mène les gens à être un terroriste. Alors, il n'est pas, les gens ne sont pas nés comme terroristes, mais ils deviennent terroristes à cause de ces incidents qui se passent dans les vies. Ok, merci. Donc, on passe donc à l'intervenant prochain. prochaine. Nous sommes... Oui.
maintenant notre prochaine. Et s'il y a des commentaires, on peut le faire vers la fin de la session. Parce que la connexion prend beaucoup de temps, hein, c'est dommage. Yes, I would now invite Rupa Acharya to start her presentation. Rupa, you have to do it first. Huh? If you take 5 minutes just to think. Okay. Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Rupa Acharya, je suis étudiante en doctorat à la Université de Vishwabharati à Shantiniketan. Il y a une présentation de PowerPoint. Est-ce que vous pouvez le voir? Oui. Vous pouvez continuer. Ok. Le sujet de ma présentation est Amin Malouf, caractère du métissage linguistique. Aujourd'hui, je voudrais analyser les facteurs qui ont entraîné Amin Malouf dans le choix de la langue française pour son écriture. Avant de commencer, je souhaite vous présenter une introduction en quelques lignes de Amin Malouf. Amin Malouf est né au Liban dans une famille des enseignants. Après des études d'économie et de sociologie, il travaille comme reporter couvrant de nombreux événements à travers le monde. Et parmi les écrivains arabes francophones, Amin Malouf est considéré comme le maître du roman historique. Il est un écrivain qui a travaillé dans divers genres. Il est à la fois romancier, essayiste, journaliste, conteur et librettiste. Et il a reçu le prix Goncourt et il a été élu à l'Académie française en 2011. Il est l'un des écrivains qui a eu le moins de problèmes à s'intégrer dans un autre pays après avoir quitté sa montagne, le Liban, et à s'adapter à une autre culture occidentale, européenne et à un paysage littéraire prestigieux comme celui de français. Maintenant, je vais discuter les facteurs qui ont entraîné Amin Malouf dans le choix de la langue française pour son écriture. Premier, c'est un réseau familial. Malgré une nette préférence pour l'anglais dans sa famille, il suit les cours de l'école des pères jésuites et il a fourni l'explication de son essai intitulé Les identités martyres. Il dit que je me contenterai de dire ici qu'il y avait dans notre famille deux traditions religieuses rivales et que je fus tout au long de mon enfance témoin de ces tiraillements, témoin et parfois même en jour. Et si je fus inscrite à l'école française, celle des Pères Jésus, c'est parce que ma mère, résolument catholique, tenait à me soustraire de l'influence protestante qui prévalait alors dans ma famille paternelle où on dirigeait traditionnellement les enfants vers l'école américaine et anglaise. Donc, c'est à cause de ce conflit que je me suis retrouvée francophone et c'est en conséquence de cela que je suis venue m'installer pendant la guerre de Liban à Paris plutôt qu'à New York, à Vancouver ou à Londres et que je me suis mise à écrire en français. La deuxième point, c'est le contexte socio-linguistique.
À cette époque, la Liban a des rapports historiques avec la France. Et après la Première Guerre mondiale, la Liban était sous l'administration militaire française. Et Liban est considéré comme un témoin de l'interaction entre l'Orient et l'Occident. Donc, la langue française est largement considérée comme une langue de culture et de savoir, notamment en raison de la présence de plusieurs écoles francophones et 5 universités accréditées par l'Agence d'université de la francophonie. C'est pourquoi on trouve que nombreux des écrivains libanais, notamment des auteurs contemporains, ont choisi de s'exprimer en français. Il y a autre raison, la diversité religieuse, ethnique et culturelle de Liban démontre la possibilité d'une coexistence entre deux civilisations et deux langues différentes. Et Malouf appartient à ces auteurs qui ont captivé les lecteurs francophones en exprimant leur culture arabo-libanaise en français. Malouf a non seulement choisi de communiquer en français, mais également de vivre dans un milieu européen cosmopolite. Et il revendique avec succès 12 identités, 12 origines, 12 langues et 12 nationalités. Il a démontré ses capacités pour intégrer des 12 langues à tel point que son nom a été élu à l'Académie française en 2011. Et on trouve que le bilinguisme est fréquent dans les œuvres littéraires de Amin Malouf et il a choisi d'exprimer en français sans renier sa langue maternelle. L'origine de ce bilingue littéraire tient essentiellement au phénomène de contact des langues et des cultures, phénomènes sociolinguistiques qui restent toujours vivants au Liban. Donc, dans ma étude, je trouve que les deux langues arabes et françaises sont dans un état de contact et non pas de conflit. Et malgré l'acte colonial qui a marqué la présence française dans le monde arabe, surtout au Maroc, la langue française jouit d'un statut aussi prestigieux que celui de la langue nationale. L'arabe est considéré comme la langue de la religion, de la littérature et de la philosophie orientale. Et le français représente le moyen de l'accès au progrès et à la modernité occidentale. Donc, on trouve que l'utilisation du français par les minorités sert à les protéger de l'arabe majoritaire et par conséquent la langue ethnique. Et on trouve que les groupes qui sont ethniques et religieux majoritaires, ils considèrent le français comme une langue de colonisateur. La troisième raison, c'est une littérature d'exil. Il a passé une partie de sa vie dans son pays natal et son imaginaire tend ses racines dans la terre qui représente le berceau maternel de sa littérature. Donc, le voyage permet alors la création d'une nouvelle langue et aussi la conquête d'un autre public. Donc, Amil Malouf dit qu'il a fallu que je perde mes repères sociaux et tous les ambitions évidentes liées à mon milieu pour que je cherche le refuge de l'écriture. Il se conçoit comme un frontalier, reconnaissent que la plupart des personnages pour vocation d'être des traits d'union, des passerelles, des médiateurs entre les diverses communautés et les diverses cultures. Amin Malouf écrit en exil car après le déclenchement de la guerre civile dans son pays,
Il est parti et s'est réfugié en France avec sa famille et il a réussi à s'intégrer facilement dans la société française à tel point qu'il se sent profondément français. La vie sur deux territoires arabes et français a permis de construire une identité plurielle. Oui. Est-ce que vous pouvez conclure parce que vous avez dépassé le temps? Oui. Donc, on trouve que la littérature francophone exerce un rôle conciliateur entre deux sociétés et entre deux cultures. Et la préférence d'Amin Malouf pour écrire en français n'est pas seulement une question d'amour pour la France, mais aussi une réflexion sur l'appartenance sociologique de la francophonie en tant de thèmes de dynamisme ou des influences. Pour encourager les écrivains libanais, on trouve que les littératures ont créé les deux prix, le prix France-Liban et le prix Phoenix de la littérature, dont le jury est présidé par Amin Malouf. Et finalement, Amin Malouf semble en effet incarner une nouvelle génération des écrivains. On s'exprime non pas comme les prédécesseurs dans une histoire coloniale ou post-coloniale, mais dans une histoire universelle. Merci beaucoup. Thank you, Rupa Acharya, for your presentation. Now our last presenter of this session is Suchitra Rajavelu. She is a research scholar from Jawaharlal Nehru University. I invite her to present a paper on la réappropriation du passé à travers la mémoire narrative dans le dernier frère de Natasha Apana. Bonjour. Okay. Am I audible? Yes, yes, you're audible. Thank you. Ok. Bonjour à tous. Maintenant, notre présentation, le sujet de notre présentation est sur la mémoire narrative et on verra comment la mémoire narrative sert à la réappropriation du passé dans le dernier frère de Natasha Apana. Si on regarde cette image de couverture de ce roman, on pourrait remarquer qu'un garçon est en train d'observer quelque chose dans une cachette. Alors, ce roman présente la mémoire narrative de ce personnage Raj qui trouve son refuge dans la cachette pour renforcer l'identité des victimes juives qui ont été méconnues en tant que marrons voleurs et dangereux à l'île Maurice. En plus, le sentiment de la culpabilité et le chagrin démontre le sentiment d'endettement à l'égard de la communauté juive. Maintenant, notre objectif d'étude est de démontrer comment Natasha Apana évoque la Shoah en tant qu'événement indicible à travers la mémoire narrative. Et notre question principale, c'est de répondre à la question principale, c'est comment dans ce roman la mémoire narrative sert à la réappropriation du passé historique. Notre objet d'étude, notre thème principal est la mémoire narrative et des autres thèmes remarquables qui sont interliés sont la Shoah, la judaïté, la commémoration des victimes juives, l'injustice de l'histoire et le devoir de mémoire.
Donc, on verra comment la Shoah en tant qu'événement indicible et dissible dans l'espace romanesque. La Shoah, on sait que la Shoah est un grand événement traumatique de l'histoire qui implique la mort et la déportation des millions de Juifs et c'est la conséquence extrême de l'antisémitisme. Donc, en ce qui concerne l'espace littéraire, il produisait un terreur et un silence autour de ce sujet de la Shoah. Donc, cela indique l'indicibilité de la Shoah dans des récits littéraires. Donc, afin de faire apparaître l'absence, le blanc et la mémoire occultée, les écrivains tels que juifs, tels que Georges Perec, Patrick Modiano et Maurice Blanchot ont inventé des nouvelles moyens d'expression, par exemple, créativité lexicale. Plus particulièrement, Georges Perec a employé l'hypogramme, l'anagramme, l'arithmétique fantasmatique et la géométrie fantasmatique, etc. Et ainsi de suite. Donc, dans ce roman, Natacha Appenna emploie la mémoire narrative en tant qu'instrument de représenter comment les Juifs ont été déportés et ont été enfermés dans la prison à l'île Maurice. Donc, maintenant, on verra comment la judaïté qu'est-ce que la judaïté et comment la représentation de la judaïté réclame l'identité de cette communauté. Donc, le terme judaïté a été proposé par Albert Memé dans son ouvrage Portrait d'un juif. D'après Derrida, la judaïté est un acte de devenir un autre. En ce qui concerne la représentation de cette notion dans l'espace littéraire, il est dépeint comme quelqu'un qui est à l'exil et à l'errance, et quelqu'un qui n'accepte pas la vie sédentaire et quelqu'un qui connaît la souffrance de l'autre. Donc, une autre notion qui est qui est utilisée plus souvent, c'est la notion de le délitement total de la mémoire et l'effondrement du nous. Donc, la notion de la judaïté est souvent liée avec la précarité de l'identité. Donc, l'écriture sur la Shoah démarre comme l'écriture de l'identité, comme un repli sur soi. Ensuite, l'épistémologie sur la mémoire, d'après des philosophes, la mémoire est la racine de notre identité individuelle et collective. D'après Maurice Olboge, la mémoire est toujours collective parce qu'on a besoin d'autres pour se souvenir. Donc, maintenant, en ce qui concerne la mémoire narrative, il possède le trait de fluctuer profondément selon l'expérience personnelle, parce que le moi est est dans un processus de reconstruction et renouvellement. De plus, il y a une autre approche analytique d'après Hayden White, c'est la narration est considérée comme la donnée phénoménologique d'une réalité. Mais cependant, il existe une relation paradoxale entre la mémoire et l'histoire. C'est que, étant donné que la mémoire appartenant au pôle subjectif, alors que l'histoire appartenant au pôle objectif, comment la mémoire sert à la réappropriation du passé. Donc, considérons que la mémoire se place à l'intérieur d'un événement historique, alors que l'histoire se situe à l'extérieur de l'événement avec une approche critique. Il est trouvé que la mémoire est la plus authentique, est considérée la plus authentique que l'histoire à l'égard de la fracture historique, parce qu'elle représente l'expérience humaine. Cependant, pour éviter le trait de flou et l'aspect de flou de la mémoire, on implique le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire joue un rôle primordial dans
revendication du passé historique. Donc, dans ce roman, on remarque que Raj se dévoile en tant que porte-parole et témoignage de cet événement historique qui n'est pas reconnu dans le passé. Et il exprime aussi son devoir de mémoire en tant que son endettement à l'égard de la communauté juive. D'où la commémoration de cette communauté juive. De plus, elle évoque l'obligation morale de transmission aux futures générations. Par exemple, Raj, dans son roman, passe sa mémoire à son fils. D'ailleurs, cette notion de devoir de mémoire fait résonance à la notion du judaïsme qui croit dans le devoir de mémoire de l'homme pour le Dieu. Ensuite, la fracture, comment, en ce qui concerne la fracture historique, quel est qui est le plus approprié, la mémoire ou l'histoire? Donc, la mémoire est la matrice de l'histoire parce que dans la formation de l'historiographie, d'après Ricoeur, la phase documentaire implique l'accueil et le témoignage. Donc, la mémoire apprécie l'histoire de la dompter. Cependant, il existe un défi à l'égard de l'histoire, c'est une indication d'une représentation qui est restreinte aux seules formes narratives et aux seules figures rhétoriques. De l'autre côté, en ce qui concerne la mémoire, l'oubli et le désavantage, l'oubli en tant que la condition humaine. Donc, Ricoeur propose la notion de travail de mémoire. C'est une notion qui implique la perspective éducative pour inclure la dimension critique. Donc, Ricoeur propose de unir le devoir de mémoire au travail de mémoire et de deuil de mémoire de Freud. Donc, pour couronner toutes les choses, ce roman démontre l'histoire, démontre que la faute de l'histoire, en évoquant comment l'histoire a failli de reconnaître cet événement historique. Et de plus, ce roman, Natasha Penna évoque l'importance de le rôle de la mémoire pour renforcer l'identité de cette communauté méconnue et pour la commémoration de cette communauté, comme par exemple si on regarde les phrases suivantes, on pourrait remarquer que dans les Suchitra, pourriez-vous conclure? Oui, du coup, la mémoire narrative sert à la réappropriation du passé historique. Merci, c'est tout. Merci Suchitra pour votre présentation. I would now like to invite the chairs of the session, Professor Nalini Thampi and Professor Nilanjan Chakrabarti, to share the remarks on the presentations of the session. I think Professor Nilanjan can start it off. Oui, merci madame. Bon, est-ce que ça va? Ma voix s'entend? Oui, tout à fait. Yes. Oui. Alors, bon, alors, j'ai problème et à Rupa et aussi à Suchitra. Bon, alors Rupa, est-ce que vous pensez que Professor Chakravarti, your voice is not audible. Amin Malouf, bon, il fait figure d'un intellectuel global
qui est en errance perpétuelle et dont l'identité se constitue. There is a problem in audio, Professor Chakrabarti. Your bandwidth is, it's problematic. Nalini ma'am, I think some problem in audio. Yeah, I think his Yeah. connectivity is low. Connectivity is low. Yeah. So you can carry on and we will Yeah, have the sure, next technical now after your remarks. Ok, sure. Donc, je crois que M. Nalindjan aussi il parlait d'Amin Malouf. Juste, j'ai une observation. Pourquoi Amin Malouf a décidé la France comme son pays d'exil? Alors, ça s'adresse à Madame Rupa Acharya, parce que c'est vous qui aviez présenté, je crois. Oui, Rupa, Elle est là, mais des questions, Madame Tampi, vous pouvez juste aborder des questions et ils peuvent réfléchir sur ces thématiques. Oui. Ok, parfait. Bon, ça s'adresse à Madame Rupa. Sous-titre, j'aimerais bien que vous me définissiez ce que vous entendez par délitement. Je crois que vous avez utilisé ce terme de délitement. Oui. Donc, vous pourriez un petit peu expliciter ce que vous entendez par ce terme. Délitement de la mémoire, madame. Ah oui. C'est l'absence, c'est la mémoire, l'absence de la mémoire, oui, l'effondrement de l'identité. D'accord. Non, enfin, votre présentation, c'était justement la réappropriation de la mémoire, n'est-ce pas? Du passé. Voilà. Donc, je me demandais, enfin, tous ces écrivains ou bien toutes ces victimes de la Shoah, vu le traumatisme par lequel ils sont passés, est-ce que cette mémoire leur est restée ou ça aussi, ça a été complètement détruit par le traumatisme? Pour quelques, ça dépend selon l'auteur. Par exemple, Perec, lui, il possède, il expérience l'absence de mémoire, mais la mémoire occulte est donc dans son roman W ou le souvenir d'enfance, il a compensé son absence de mémoire avec la mémoire fantasmée imaginaire. Donc, ça dépend selon l'auteur et c'est ça. D'accord. Et Pérec il fait aussi partie d'un certain groupe. Est-ce que vous Oui, savez quel groupe? Oulipo. Voilà, l'Oulipo. Oulipo. Voilà. Est-ce que vous savez l'expansion de cet acronyme? J'ai oublié. D'accord. Non, en fait, c'était un groupe qui s'était formé après la guerre mondiale. Des Donc, moyennes. voilà. Donc, vous avez parlé de nouvelles moyens d'expression. Donc, justement, c'était leur objectif, c'est ouvroir de littérature potentielle. Donc, Pérec, Alphonse Allais, tous ces gens-là, ils faisaient partie de ce groupe. Mais en fait, Natacha Apana, elle n'est pas juive. Oui. Elle est d'origine, de quelle origine? De Maurice, de l'île Maurice, justement. Alors, pourquoi a-t-elle choisi un tel thème qui n'est pas très proche, enfin, au moins de sa mémoire ou de son expérience? Alors, comment se fait-il qu'elle ait choisi ce thème? Peut-être elle a senti que en tant qu'autrice, elle doit
représenter la voix d'une communauté qui n'est pas reconnue dans le passé. Donc, pour commémorer l'événement qui s'est passé à l'île Maurice chez elle. Donc, D'accord. Donc, elle a fait le lien entre le lieu où elle est et ce qui s'est passé dans l'histoire. Ok, d'accord, d'accord. Et vous êtes en train de préparer votre thèse avec qui? Qui est votre avec directeur? Monsieur Charles, madame. Monsieur Ah, Charles. d'accord, d'accord. Ok, ok, ok. Vous allez déposer bientôt ou ça va prendre un petit peu de temps? Pour un petit peu. D'accord. Vous êtes en deuxième année, troisième année? Troisième année, madame. Troisième année, d'accord, d'accord. Parfait. Donc, je ne sais pas si Madame Loupal a préparé sa réponse, sinon on peut passer à Monsieur Nilandjan. C'est pas J'espère grave, que... il faut prendre du temps, mais on doit absolument. Je ne sais pas. Est-ce que maintenant ma voix s'entend? Oui, Ça ça va? s'entend. Oui, 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 oui. Je pense Non, que non, je non. jette ma caméra et ça va s'entendre mieux. Alors, Oui, sous-titre, oui, hein, sans caméra, c'est mieux. je voulais vous, oui, ce que je voulais vous poser comme question. Est-ce que vous pensez que la mémoire, c'est quelque chose qui est susceptible, plus, disons, l'histoire, c'est quelque chose qui est plus susceptible d'être falsifié, tandis que la mémoire ne l'est pas? Monsieur, pouvez-vous répéter la question? C'est pas clair. L'audio n'était pas clair. Est-ce que vous pensez que l'histoire peut être plus facilement falsifiée? Bon, écoutez, c'est pas du tout clair la voix. Donc, qui est très courant, qui est très possible. Ben, non. On n'a pas de temps, on a vraiment très peu de temps. Pardon, on peut aller donc technical session 2 maintenant, because we have our competition also starting at 4:30. So c'est dommage quand même. Hein. Mais professeur Chakravarti, vous pouvez écrire sur le chat box, sous la discussion, votre question qui est adressée à Suchitra. Donc, elle n'a pas pu vous entendre clairement, ce qui a posé un vrai problème. Vous pouvez écrire sur le chat box. Mahapurva, dépêche-toi. Okay. I would like to thank the presenters for their participation, and also I would like to thank, my sincere thanks to the chairs, Professor Nalini Thampi and Professor Nilanjan Chakrabarti. Now we'll move to our next session, which is on Francophone culture and civilization. Our first presenter of the session is Dr. Nidhi Sharma, and she's going to present on La diversité, langue, littérature, culture. Bonjour. Est-ce que c'est visible, mon écran? Oui, c'est tout à fait visible. Merci. Bonjour, je m'appelle Dr. Nidhi Sharma. Je suis professeure de français à Postgraduate Government College for Girls, secteur 11, Chandigarh. Aujourd'hui, je vais présenter mes idées sur la diversité langue, littérature, culture. Apprendre une langue étrangère, c'est apprendre une culture nouvelle, des modes de vivre. C'est entrer dans un nouveau monde, augmenter ses connaissances et son propre niveau de compréhension. Apprendre une langue, c'est dépasser nos horizons et entrer dans le monde du multiculturalisme. Notre proposition se concentre sur la multiplicité de la culture et sur la façon dont la littérature peut servir de ressources riches pour développer la capacité de communiquer dans des contextes culturels étrangers. À travers l'étude de la langue et sa dimension culturelle, les apprenants ouvrent leurs esprits à des modes de vie et façons de penser qui sont potentiellement différents des leurs.
L'enseignement d'une langue est indissociable de l'apprentissage de ses aspects culturels avec le but de former l'esprit, de cultiver les personnes par l'étude de grandes œuvres littéraires, artistiques et historiques du pays métropole où la langue est parlée. Langue, littérature et culture sont fortement imbriquées. En fait, la culture elle-même représente la langue et la littérature. Les modes de vie, les loisirs, la nourriture, les styles vestimentaires, les fêtes, les institutions sont les sujets privilégiés dans les cours de langue. Les apprenants développent des compétences linguistiques et une conscience culturelle en explorant des textes littéraires, techniques et audiovisuels. La signification et la préservation de la culture française sont mieux explorées à travers des articles et des titres actuels, des films et des chansons, tout en étudiant le domaine du débat social d'un point de vue français. Même si l'objectif premier des apprenants est d'apprendre à communiquer dans la langue étrangère visée, il est indéniable que la culture a sa place en classe de FLE. En effet, apprendre une langue nouvelle, c'est aussi appréhender une culture nouvelle. La culture fait partie intégrante de l'apprentissage des langues. Les parties extérieures de la culture comprennent l'art, la nourriture, les monuments, le langage, facile à percevoir. Puis viennent les normes et les valeurs et la partie intérieure qui est difficile à pénétrer, comprend la vie, le bonheur, le malheur, etc. Il va se dire que la culture est un phénomène complexe et qu'il faut une longue réflexion pour la comprendre. Dans notre proposition, nous souhaitons étudier la relation entre la langue, la littérature et la culture. Nous souhaitons également initier une discussion sur la façon dont la culture et la langue sont indissociables et comment cela offre aux enseignants de français l'occasion d'initier les apprenants aux différentes cultures, ainsi qu'aux propriétés de la langue. La littérature et la langue, qui peuvent très bien servir d'outils pour développer la compétence communicative internationale, sont étroitement liés à la culture. Il existe de nombreux aspects de la culture qui doivent être compris, comme la nature, les types et sa relation avec la langue, ainsi que la littérature. Nous souhaitons souligner à quel point la culture joue un rôle essentiel dans l'enseignement d'une langue seconde et quels sont les défis auxquels sont confrontés les enseignants. L'apprentissage de la langue et l'apprentissage de la culture vont de pair. Comme la langue et la culture sont interdépendantes, il va sans dire que la langue ne peut être enseignée sans culture. Afin d'augmenter les avantages de l'étude des langues, intégrer la présentation de l'information culturelle en classe de la langue est un excellent moyen. La façon dont les éléments culturels sont présentés revêt plusieurs formes. Des illustrations, de petits textes, des photographes de lieux, des personnes ou des objets, des tableaux. La culture dans le contexte d'un processus social traite de l'utilisation de la langue ainsi que de communication vécue par des personnes dans des circonstances données. Les gens ont tendance à apprendre plus d'une langue dans le but de satisfaire les besoins communicatifs pour leur épanouissement scolaire et professionnel. Le processus d'apprentissage d'une langue s'accompagne d'une exigence pour un individu de pratiquer des formes linguistiques et également de se familiariser avec la culture de la langue cible, afin de pouvoir interpréter la communication interculturelle. Lorsque l'enseignant utilise les stratégies d'enseignement de la culture en classe, cela ouvre la porte à des activités interactives en classe aux apprenants afin de pratiquer la langue
comme un processus de communication. Ces activités contribuent également à améliorer le comportement culturel et attitude des apprenants selon les modèles de communication, la langue cible en contexte. Par conséquent, les enseignants doivent être compétents dans la communication interculturelle avant son application en contexte scolaire. On observe que la langue est utilisée dans un phénomène culturel pour échanger idées et opinions ou partager des expériences. Il est tellement lié que sans comprendre correctement le cadre culturel et le comportement social d'une langue d'utilisation, cela conduit à une mauvaise interprétation et à une rupture de la communication linguistique, où cela peut entraîner des erreurs et des malentendus parce que la langue, ce n'est pas simplement envoyer ou recevoir des informations, mais cela fonctionne comme un comportement social dans certains contextes culturels. La littérature est généralement utilisée dans l'enseignement de la langue pour améliorer des connaissances sur la langue. La littérature aide les apprenants à se familiariser avec les contextes sociopolitiques de la société dont l'apprenant apprend la langue et leur fait également comprendre comment la communication se déroule dans une communauté particulière. Enseigner la littérature dans la langue cible peut être beaucoup plus passionnant qu'il n'y paraît à première vue. En étudiant la littérature, on apprend la prononciation, le lexique, la grammaire, la composition du texte et aussi la compétence culturelle. Les apprenants élargissent leur langue, leur culture à partir de l'expérience de l'apprentissage de la littérature dans une langue seconde. Les enseignants utilisent la littérature pour aider les apprenants à mieux se comprendre et à se connecter plus profondément au monde qui les entoure, en explorant des thèmes universels. Par exemple, la relation entre la France et les pays africains comme l'Algérie peut être mieux comprise par les apprenants à la lumière des écrits de Camus. De telles expériences offrent aux étudiants une passerelle vers l'histoire et la culture qu'il serait impossible de reproduire autrement. La littérature donne aux étudiants une compréhension unique de la culture cible. Prenons par exemple les idiomes. Enseigner des idiomes à partir des manuels n'est pas mémorable. Par contre, lire un idiome dans une conversation entre deux personnes restera sûrement dans l'esprit des élèves. La littérature permet de mieux comprendre le caractère universel du langage. Les apprenants voient des exemples de métaphores, de symboles, de jeux de mots et d'analogies qui les feront réfléchir à des constructions similaires dans leur langue maternelle et aux vérités universelles qui les sous-tendent. Reliant le langage et la croissance personnelle de manière significative. L'influence de la culture montre comment nous voyons le monde, comment nous voyons la communauté dans laquelle nous vivons et comment nous communiquons les uns avec les autres. Cela influence non seulement notre apprentissage, notre mémoire, mais aussi notre façon de parler et de nous comporter. Par conséquent, la culture détermine également dans une large mesure les styles d'apprentissage et d'enseignement. Les problèmes dans l'enseignement de la littérature... Excusez-moi, Dr. Sharma. Oui. Pourriez-vous conclure? Bien sûr. L'éducation à la diversité linguistique et culturelle est une éducation au dialogue et à la tolérance et favorise la communication interculturelle. L'enseignement de la culture est nécessaire à l'apprentissage d'une langue, comme la connaissance de cette dernière est nécessaire à l'accès à la culture. Même si la culture n'a jamais été ignorée dans l'enseignement, il y a un besoin fort qui se fait sentir aujourd'hui pour lui redonner une place plus en rapport avec son importance dans la formation des jeunes. Merci beaucoup.
Thank you, Dr. Nidhi Sharma. Our second session is chaired by Professor Deepa Chakrabarti, Professor of French and HOI Amity School of Languages, and Dr. Nidhi Rai Singhani, Assistant Professor of French and Head of the Department of European Language, Literature and Culture Studies, University of Rajasthan. I invite Professor Deepa Chakrabarti and Dr. Nidhi Rai Singhani to give their remarks on the presentation of Dr. Sharma. Bon, merci beaucoup et je félicite Dr. Nidhi Sharma pour sa présentation et nous sommes tout à fait d'accord en tant qu'enseignants que la langue fait une partie intégrale avec la culture parce qu'on ne peut pas enseigner la langue sans enseigner la culture. Tout à fait d'accord. Mais Dr. Nidhi, quand même, j'ai une petite question à vous, c'est que vous avez parlé de la littérature comme un support pédagogique pour apprendre la culture. Alors, à quel niveau et à quel public est-ce que vous avez... bon, quel est le public? Donc, est-ce qu'on peut commencer à se servir de cet outil pédagogique dès le début? Ça veut dire dès le niveau A1, ou bien à quel niveau vraiment vous pensez on peut initier les étudiants à la littérature française? Ou serait-il d'autres manières, d'autres outils pédagogiques pour aborder la culture chez eux? Voilà. Oui, Madame, ici, nous enseignons la littérature aux adultes au collège. Comme nous enseignons des poèmes, des romans, et c'est pour les adultes ici que je parle. Ok, adulte, mais quel niveau de français? Ça veut dire à quel niveau? Ça veut dire votre public, il commence depuis A1 ou bien vous avez un public beaucoup plus mature? Donc, c'est oui. ça. Beaucoup plus mature, oui. C'est à partir de deuxième année ici, dans Ça veut dire que ce sont des faux débutants, c'est ça? Ils ont déjà appris le français avant et... Oui, c'est ça, oui. D'accord, merci. Donc, professeur Dr. Nidhi, si vous avez... J'ai une question. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, ma question pour vous, c'est que quelle est la meilleure façon d'enseigner la culture dans la classe de fleurs? Puisque vous enseignez la culture, alors, selon vous, quelle est la meilleure façon? Ok. La meilleure façon d'introduire la culture pour moi, c'est à travers des poèmes, des romans peut-être, et aussi nous montrons des PPT dans la classe, la civilisation, etc. D'accord. Donc, tout de suite, nous allons avoir le concours sur la civilisation française et nous avons des étudiants au niveau de undergrad et postgrad qui vont nous joindre. Merci, parce qu'on a vraiment très peu de temps et notre chère invitée d'honneur est arrivée, Madame Marilyn Lédin, qui va en fait, comment dire, qui va être the resource person pour ce concours Francophonie 2022. Marilyn, vous êtes la bienvenue. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Et merci beaucoup. Merci, j'ai pu suivre quelques présentations très intéressantes et j'ai hâte d'écouter les candidates. Non, les candidates et les candidats, puisque je crois qu'il y a un homme à ce concours. D'accord. Donc, Mahapoulva, est-ce que le participant ou bien la participante est prêt ou prête? Est-ce que c'est un garçon, c'est une fille? Parce que Marie... So first of all, I would like to thank Professor Deepa Chakrabarti and Dr. Nidhi Rai Singhani for their remarks for this session. And as we are running out of time, so we are shifting 3 paper presentations to tomorrow. Like we don't have time now and we have to shift, we have to now
we have to start with the Francophonie competition. So, and now we have Ms. Marilyn Leda with us. So we welcome her, and we will quickly start with our first presentation. So before that, I would like to remind to the participants that the duration of 8 minutes is allotted to each participant. Please stick to the time, and the PPT length should not exceed 8 to 10 slides. So our first presenter is Mansi Grover from Pondicherry University. I invite her to present on la civilisation et la culture de la France et des pays francophones. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Je m'appelle Mansi Grover et je fais mon master en français à l'université de Pondichéry. En fait, je suis étudiante de Madame Nalini, qui est là aujourd'hui. L'une des meilleures professeurs du monde, il faut dire. Elle nous donne une envie forte de devenir comme elle. Donc, merci beaucoup, Madame, pour cela. Mais quand même, aujourd'hui, comme vous le savez, je suis ici pour présenter sur un sujet assez intéressant que je vais vous annoncer tout de suite. Mais avant que ça, je partage mon écran. Faites-moi un signe quand c'est visible, s'il vous plaît. Est-ce que c'est visible? Oui, c'est visible. Voilà. Donc, le sujet, c'est la civilisation et la culture de la France et des pays francophones. Et maintenant, je vais vous montrer une image qui est un endroit et même une pyramide qui est l'un des symboles de la France. J'espère que quelques-uns d'entre vous l'ont déjà deviné. Donc, voilà, la pyramide du Louvre, le musée le plus connu au monde. Mais ce que c'est que la culture? On va tout d'abord le voir en regardant une image. Voilà. Donc, ici, on voit qu'il y a de nombreuses villes de France, comme Lille, au nord-est, Paris au centre, Strasbourg, Bordeaux, etc. Et quelques régions, comme la Mayotte, la Réunion, etc. Et avec chaque ville, on voit qu'il y a une spécialité associée. Donc, ces spécialités françaises, ça détermine la culture d'une ville en l'ensemble d'un pays. Et maintenant, on passe à la définition précise. C'est quoi la culture française? Donc, c'est l'ensemble des pratiques culturelles qui se trouvent sur le territoire français, marqué par sa diversité, sa richesse, notamment grâce à ses différentes régions. On prend à d'autres peuples, ainsi que par sa diffusion et son influence à travers le monde. Elle connaît sur de nombreux plans une réputation internationale. Mais c'est quoi la réputation internationale? Je vais vous expliquer à titre d'exemple. Si les gens d'Inde doivent exprimer leur pensée à propos de France, ils vont justement souligner les spécialités françaises, comme le vin, le fromage, la tour Eiffel, etc. Donc, c'est ça la réputation internationale. Et on lit encore, la République française est fondée sur 3 valeurs, liberté, égalité et fraternité. Et cette devise nationale est un héritage du siècle des Lumières. Siècle des Lumières, ça veut dire le 18e siècle. Et ici, on voit, sur cette image, on voit qu'il y a 3 couleurs qui font la base de la France, bleu, tout d'abord, blanc et rouge. Et l'image de Marianne, qui est une figure symbolique de la République française et ses 3 valeurs. Donc, c'est ça la culture française. Dans un second temps, on voit ici une culture admirable de l'Hexagone. Et encore une image qui est encore le symbole de la France, de l'Hexagone. Voilà, la tour Eiffel. Et maintenant, ici, sur ce diapo, on voit qu'il y a 2 dames qui font la bise lorsqu'elles se rencontrent. Mais c'est quoi la bise? Je vais vous expliquer tout de suite. Et sur cela est basé notre diapo. Les façons de se rencontrer. Donc, la première façon de se rencontrer en France, c'est quand les gens se serrent les mains. Donc, les Français se serrent la main quand ils se rencontrent et quand ils se quittent. Les poignées de main sont une salutation courante
pour les interactions d'homme-à-homme ou dans des contextes formels. Donc, en bref, c'est pour les occasions formelles exclusivement quand les gens ne se connaissent pas. Ici, voilà, vous voyez une photo. La deuxième façon, c'est faire la bise, comme je viens de vous dire. Donc, c'est entre les amis et entre les parents. C'est une salutation courante. Mais c'est quoi la bise? Voilà, ici, comme l'indique le diapo, la bise consiste à placer sa joue contre celle de l'autre, à faire un bruit de baiser, puis à le répéter du côté opposé. Ici, comme l'indique la photo. Donc, c'est la deuxième façon de se rencontrer. Et la troisième, c'est en disant bonjour. Lorsque vous attirez l'attention de quelqu'un, commencez par dire bonjour, madame ou monsieur. Et j'ai vu quelques fois que les gens se confusent entre madame et mademoiselle. Donc, entre crochets, c'est écrit que madame est uniquement utilisée pour désigner une femme mariée, tandis que mademoiselle est réservée aux femmes célibataires. Donc, ici, vous voyez qu'une femme dit bonjour à un homme. Donc, ce sont ces trois façons de se rencontrer en France. Et maintenant, les marchés de quartier, les boutiques et les supermarchés, donc on passe au type de marché en France. La première, c'est les marchés de quartier. Au cœur de la vie française, les marchés sont des lieux de convivialité qui contribuent au dynamisme économique du quartier, couverts, découverts, marchés spéciaux, aux puces, aux fleurs, aux timbres, etc. Donc, ils sont comme les marchés locaux d'un quartier, comme vous le voyez sur la photo. Le deuxième, c'est les boutiques. Donc, c'est quoi la boutique? Une boutique, c'est un petit magasin consacré à un commerce de détail ou à la fois à la fabrication et à la vente de marchandises. Plus spécifiquement, il peut désigner un petit magasin qui vend des vêtements, des bijoux ou d'autres produits de luxe, généralement d'une marque renommée. Comme on voit sur la photo, c'est une boutique de Christian Lacroix. Quelques d'autres marques renommées françaises, c'est LV, qui est Louis Vuitton, Chanel, Hermès, etc. Donc, et le troisième, c'est le supermarché. C'est quoi le supermarché? Un supermarché, souvent appelé épicerie au Canada francophone, on dit épicerie au Canada, c'est un établissement de vente au détail proposant en libre service des produits alimentaires et de grande consommation. Je vais vous montrer une image, ça va rendre plus clair ce que c'est un supermarché. Voilà, c'est un supermarché. Donc, c'est en ce qui concerne les supermarchés, on voit trois types de marchés. Premier marché de quartier, deuxième boutique et troisième supermarché. Donc, voilà. Et notre prochain diapo nous donne une idée des repas typiques d'une journée française. Donc, la première, c'est un petit déjeuner que l'on prend vers 8 heures du matin. Et donc, après une nuit de sommeil, votre corps est vide, n'est-ce pas? Il a passé la nuit sans manger, il vous faut donc le recharger. Ici, vous voyez. Donc, au menu du petit déjeuner en France, vous allez voir une baguette, des tartines de pain avec du beurre, du miel, avec bien sûr une tasse de café, une tasse de thé. Donc, c'est le premier repas. Le deuxième, c'est un déjeuner que l'on prend vers midi. Vers midi, ça veut dire entre 12 heures et entre 12 heures et 14 heures. Voilà. Et à Paris, dans beaucoup de régions de France, le déjeuner est aujourd'hui le repas pris à la mi-journée, comme j'ai dit, entre midi et 14 heures. Donc, ici, je dois lire un peu parce que c'est trop difficile à mémoriser tout ça. Donc, à midi, le déjeuner typique se compose pour sa part d'un œuf, crudité ou charcuterie. Crudité, ça veut dire... Excusez-moi. Oui, madame. Excusez-moi, Nancy, vous avez dépassé le temps. Donc, pourriez-vous conclure? Oui, madame, absolument. Donc, le troisième, c'est le dîner. Et voilà, je vais vous dire vraiment vite. Donc, je dois arrêter ici en disant la conclusion. Mais je vais quand même souligner quelque chose. Le pourboire, c'est une coutume de donner le pourboire en France. C'est à peu près de 10%. Et une chose intéressante, c'est l'addition au restaurant, la note à l'hôtel.
Donc, c'est une chose intéressante. Il y a quelques fêtes françaises, comme Nouvel An, fête des rois. Et une fête principale de France, c'est quoi? Fête nationale qui a lieu le 14 juillet de chaque année pour marquer la célébration de la République française. Voilà, et une chose drôle, et vous soulignez quelques faits amusantes. Et cette image nous montre qu'il y a un chien avec une baguette, avec un vin et un chapeau. Ça souligne les personnalités françaises à peu près. Et avec les faits amusants, la première, c'est un pays qui possède le plus de ronds-points au monde. Ça veut dire qu'il faut faire attention à la route et il faut choisir soigneusement les roues. Le deuxième, c'est la lettre U est présente que dans un seul mot français. C'est quel mot? C'est où. Où vas-tu? Comme où. Le troisième, c'est qu'il y a une ville en France qui s'appelle Y. Elle se trouve en Somme, dans le nord de la France, et ses habitants sont appelés Siloniens. Donc, c'est une autre chose. Et maintenant, la France est le pays qui a le plus de fuseaux horaires au monde. Il y a en total 22. Et le dernier diapo nous montre une image trop longue. Et après, en France, on produit plus de 300 sortes de fromages. La langue anglaise est pleine de mots français. On a l'impression que les mots français sont dérivés de la langue anglaise, mais non, c'est l'inverse. Et maintenant, les Français mangent 25 000 tonnes d'escargots chaque année. Alors, je prends les escargots. Les Français boivent plus de 11 millions de verres de vin chaque année. C'est pourquoi on dit que c'est une spécialité française. Et le Tour de France, qui est une compétition cycliste, a plus de 100 ans. Donc, j'arrête ici. J'avais pris beaucoup de temps, mais je vous remercie quand même d'avoir pris le temps de m'écouter. Et merci beaucoup. Au revoir. Thank you, Mansi. Thank you for your presentation. Je voudrais demander à Madame Lédan s'il y a des questions à Mansi. Bonjour Mansi. Merci Bonjour. pour cette présentation. C'était très instructif, même pour moi. Très dynamique. Merci beaucoup. J'ai juste une petite question. Je suis désolée, je vais vous tester un petit peu. Vous avez parlé donc de la devise française liberté, égalité, fraternité, en disant que ça venait du siècle des Lumières. Est-ce que vous savez exactement à partir de quand on a utilisé la devise de la République française? Madame, je ne suis pas sûre, mais je dois deviner un petit peu. C'est, je pense, à partir de la... Oui, c'est à partir de 1789, la République française, la Révolution française, je pense. Effectivement, à partir d'après la Révolution, quand on a commencé à parler de République, il y a eu des moments où on a arrêté de l'utiliser et on l'a reprise, notamment pendant la guerre de 39-45, la Deuxième Guerre mondiale, où on a arrêté quand on était sous occupation allemande. La devise française était travail, famille, patrie, et après la guerre, on a repris liberté, égalité, fraternité. Oui. Voilà. Et juste une dernière petite question. Vous avez évoqué, alors c'est pas une, je ne sais pas si je vais le formuler en question. Vous avez évoqué le monsieur, madame et mademoiselle. Oui, madame. Savez-vous qu'il y a un de ces termes qu'on n'utilise plus du tout en France? Alors, on l'utilise encore, mais officiellement, on ne doit pas l'utiliser. Je pense que ça sera mademoiselle. Exactement. Et vous savez pourquoi? Je ne sais pas, désolée. Alors, parce qu'en France, on ne doit plus définir une personne, notamment une femme, par son statut marital, si elle est mariée ou non. Donc maintenant, on ne doit plus apporter aucune importance puisqu'une femme n'a pas besoin d'être une femme mariée pour être une personne entière. D'accord, Voilà. Merci. J'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci, Madame Lédan. I now invite Garima Joshi from Amity University, Rajasthan, to present on La Francophonie, le monde francophone. We cannot hear you, Garima. On ne peut pas vous entendre. Bonjour à tous, je m'appelle Garima et je vous souhaite une bonne fête de la francophonie. Et aujourd'hui, je vais discuter de la francophonie, les faits faussés
le monde fossé, les continents et les pays et les missions de la francophonie. Alors, on commence. La francophonie, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de personnes qui parlent français. C'est aussi un dispositif qui encourage les échanges politiques, économiques, éducatifs et culturels partout dans le monde. Et la francophonie a été créée le 20 mars 1970. Ensuite, les missions de la francophonie. Première, c'est promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique. La deuxième, c'est promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme. La troisième, c'est appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. Et enfin, la dernière, c'est développer la coopération économique au service du développement durable. Ensuite, les faits foncés. Le saviez-vous que plus de 100 millions de personnes ont le français comme langue maternelle? Et le français est la langue officielle de 29 pays. Par exemple, la France, bien sûr, la Madagascar, le Mali, le Bénin et beaucoup plus. Et il y a 9 pays qui utilisent le français comme langue administrative ou culturelle. De plus de 40 millions de personnes parlent couramment le français comme langue seconde. Et c'est la 5e langue la plus parlée dans le monde. Le monde francophone. Alors, où sont les francophones dans le monde? Le français est présent sur 5 continents, comme Amérique du Nord, Afrique, l'Asie, l'Europe et Océanie. Tout d'abord, le continent africain. C'est là que vivent la majorité des francophones. Par exemple, en Bénin, au Cameroun ou encore au Maroc. Ensuite, le français est très présent en Amérique du Nord. Comme vous pouvez le voir, au Québec, le français est la première langue de la plupart des habitants. Et au Canada, c'est une langue officielle. On parle français même en Océanie. Au Vanuatu et dans les territoires français comme la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française. Ensuite, en Europe, la France n'est pas le seul pays d'Europe où l'on parle français. C'est aussi l'une des principales langues parlées dans la partie occidentale de la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, Monaco, l'Andorre et enfin la Corse. Il y a également des communautés francophones en Asie. Par exemple, au Vietnam, au Cambodge ou au Laos. Ce sont des régions avec une petite mais importante population de langue maternelle française. Et en Inde, Pondichéry est la langue et la région à minorité francophone. Je vais parler un peu de Pondichéry. Pondichéry a obtenu son indépendance de la France en 1954, mais une promenade vous montrera que la langue française est toujours présente sur les panneaux de signalisation et les vitrines. Comme vous le voyez dans cette image, il y a les mots comme le foyer du soldat,
librairie française et place de la République. Merci beaucoup, madame. Thank you, Garima, for your presentation. Je voudrais demander à Madame Lédin s'il y a des questions pour Garima. Oui, bonjour, merci Garima pour votre présentation. Alors, j'ai juste une petite question. Vous avez parlé des pays francophones. Est-ce que vous savez combien de pays sont membres de l'Organisation internationale de la francophonie? Garima, tu dois activer ton caméra, s'il te plaît. On ne peut pas te voir, Garima. Et on ne vous entend pas non plus. Oui, c'est ça. Mahapourva, est-ce qu'il y a un problème de connexion? I think there is a connection problem. I'll check. Garima, tu peux quitter et puis tu peux rejoindre. Si ça t'est... Peut-être ça va résoudre ce problème. Est-ce qu'on peut passer à la personne suivante si Oui, je pense qu'il faut, on peut passer à la prochaine présentation. Madame? Okay. Oui, elle est là, je pense. Vous m'entendez? Oui, On Garima, vous Garima, on vous entend. Est-ce que vous pouvez activer votre caméra? Ce serait chouette de vous voir. Mais Garima, on ne vous entend plus. Garima, could you please turn on your camera? Elle comprend bien la consigne, mais le problème c'est que peut-être il a eu un problème de connectivité. Elle a quitté, et peut-être elle va rejoindre, je ne sais pas. Mais quand même, on continue la prochaine présentation. Et... Ok. Ouais. So the last presenter for today is Taruna RS from Pondicherry University. I invite her to present on la civilisation et la culture de France et des pays francophones. Mahapourva, Garima has joined. Can she? Garima, est-ce que tu peux répondre à la question que Marilyn t'a posée? Oui, madame, mais... Et tout de suite, peut-être. On ne peut pas te voir quand même. Hein? Ok, tu attends jusqu'à la fin. D'accord? On va avoir une autre présentation maintenant. I request Taruna to start the presentation. Bonjour à tous, j'espère que vous pouvez voir mon écran. Oui, c'est visible. Oui, merci. Donc, un grand bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui virtuellement et de faire connaissance d'autres personnes qui partagent une passion assez forte pour la langue française. Et encore plus heureuse de faire une présentation devant vous sur le sujet qui nous a rassemblés aujourd'hui.
la culture et la civilisation de la France et des pays francophones. Dans une première partie, je vais expliquer c'est quoi exactement la culture et la civilisation. Et ensuite, je vais essayer d'expliquer la culture et la civilisation de la France avec l'aide de quelques indicateurs. Et finalement, je parlerai de la francophonie. Donc, oui. Pour mieux comprendre la signification de ces mots, culture et civilisation, nous pouvons les associer avec les deux premiers verbes que nous apprenons comme les débutants de la langue française. C'est être et avoir. Non? Et pour culture, le mot culture, ça correspond avec le verbe être et civilisation avec avoir. Parce que culture nous aide à comprendre are you connected to two devices? Please put off one Non, of the madame. devices. Non, madame. Il y a quand même un écho, hein? Je sais pas. Continuez, pas de problème. Ok, d'accord. La culture, ça nous aide à comprendre qui sommes-nous et la civilisation nous aide à comprendre ce que nous avons. Donc, la civilisation de nos ancêtres influence notre culture et cette culture, influencée par la civilisation de l'avant, peut influencer la culture des générations de futures. La culture et civilisation sont donc indissociables et souvent ils vont en pair, comme les mots bon et service. Oui. La culture et civilisation d'un pays se reposent sur quelques indicateurs comme j'ai évoqué, comme le SMIC. Et ces indicateurs sont les symboles, la gastronomie, l'art, la littérature, les religions, les sports, le cinéma, etc. Donc, pour donner une petite introduction sur comment la culture s'est développée en France, nous savons bien que la Gaule, c'est-à-dire la France de l'époque, a subi plusieurs inventions, plusieurs tribus germaniques, celtiques ou gréco-romaines menées par Jules César. Et les Gaulois ont adopté facilement et a intégré avec cette culture assez vite. Donc, ainsi, la culture et la civilisation, c'est composé d'un mélange de ces éléments, des éléments celtiques, gréco-romains et germaniques. Au cours du Moyen-Âge, une riche culture s'est développée, promue par les moines et les érudits dans les monastères et les universités qui ont été établis à cette époque. Ils fonctionnent même aujourd'hui et ils sont très populaires. Les activités culturelles et de commerce ont aidé et facilité un échange des idées. Et pendant la Renaissance, la culture est devenue beaucoup plus accessible. D'accord. Donc, les symboles de la République. Le premier, le drapeau de la France avec les couleurs bleu, blanche et rouge, où le bleu et rouge représentent le monarque, la ville de Paris, et blanche, ça représente la monarchie. La figure et la buste de la reine, et la fête, une fête assez importante qui marque le commencement de la Révolution française, le prise de la Bastille, le 14 juillet, et la devise liberté, égalité et fraternité, dont mon ami, ma camarade Mansi a déjà parlé. L'hymne national, la Marseillaise. D'accord. Maintenant, arrivons à gastronomie. Gastronomie, la France est très connue pour sa viticulture et quelques noms de quelques vins sont ici, Bourgogne, Beaujolais, Bordeaux. Et la France connaît plus de 300 variétés de fromage. Le camembert, le roquefort, le brie, le gruyère sont parmi ces variétés. Et la bouillabaisse, quelques plats populaires sont la bouillabaisse, l'escargot, le tofu, quiche lorès, piccata, etc. D'accord, donc parlerons de la littérature française. La littérature française est tellement longue et riche que comme étudiante en français, nous ne pouvons pas le sauter. On l'a dans chaque semestre, que ce soit au niveau de licence ou de master. C'est juste mon point de vue d'étudiante, mais alors, c'est très riche et il est tenu pour avoir commencé avec le serment de Strasbourg. Donc, le 14 février, c'est pas seulement un jour pour les amoureux, mais ça marque une date très importante concernant la littérature française. La date où les serments de Strasbourg, avec laquelle la littérature a commencé, ont été signés.
Et l'art, en ce qui concerne l'art, on peut trouver plusieurs variétés comme les œuvres légèrement érotiques, les scènes énigmatiques, Nature morte de Jean-Simon Chardin, les portraits émouvants et on a les œuvres néoclassiques, etc. Les religions de France, cette représentation graphique nous montre tout simplement le pourcentage de différentes religions qui existent en France. La catholique, le maximum, c'est la catholique et bouddhiste, juif, désolé, juif, c'est le minimum, avec moins d'1%. Et les fêtes, le Nouvel An, c'est une fête universelle, pas seulement en France, bien sûr, et tout comme le Noël et Pâques. Mais les fêtes spécifiques pour la France, c'est la fête nationale, le 14 février, la fête des rois et les chandeliers. Les sports. Lorsqu'on parle de sport français, la première chose qui vient dans notre esprit, c'est le Tour de France, une course cycliste internationale qui attire des centaines de milliers de spectateurs chaque année. Et football, on sait on connaît Zinedine Zidane qui est un joueur assez populaire. Et on a aussi handball, rugby, etc. Et à propos de les Jeux olympiques, Pierre de Coubertin et Baron de Coubertin, ils ont relancé les Jeux olympiques sous une forme moderne et fondé le Comité international olympique. Le cinéma, tout le monde aime. Le cinéma français aussi est très populaire et un moyen de diversité très importante, donc s'occupe une place importante dans la culture nationale depuis plus de 100 ans. Donc, nous savons tout à propos de ce Palme d'Or très prestigieux qui est décerné chaque année aux meilleurs films. Les activités culturelles aujourd'hui et les institutions culturelles. Il y existe un ministère dédié pour la culture et les communications qui supervise les principales institutions culturelles de la nation. Et ce département a été dirigé d'abord par le romancier André Malraux. Et ça cherche à redoubler la sensibilisation aux arts parmi les gens ordinaires. Les gens comme moi, c'est-à-dire les gens ordinaires, ils doivent comprendre les civilisations. C'est le but. Donc, les Français consacrent maintenant beaucoup plus de temps aux loisirs et aux activités culturelles, les expositions interactives dans le musée comme la Cité des sciences et de l'industrie, au parc de la Villette à Paris ou la parc. Excusez-moi, Taruna. Oui. Excusez-moi, vous avez dépassé le temps. Est-ce que vous pouvez conclure? Oui, donc oui, là, ce sont les deux dernières diapos qui est consacrées pour le sujet francophonie. On a vu dans la dernière présentation aussi à propos de francophonie. Donc, aujourd'hui, ce terme représente le rayonnement international de la langue française. C'est une notion dont les Français sont très fiers. Donc, on a le RFI TV5 qui est de normes pour propager la langue et on a l'Organisation internationale de la francophonie et l'Alliance française, une organisation privée qui a pour but de propager la langue. Oui, aujourd'hui, ce groupe rassemble 88 pays francophones, HPC pour nom, Organisation internationale de la francophonie, comme j'ai évoqué. Quelques écrivains francophones, Ananda Devi, Natacha Pena, Daïd Malouf, etc. sont là. Donc, merci beaucoup pour votre patience, merci de m'entendre, merci beaucoup pour l'opportunité. Merci beaucoup. J'invite maintenant Madame Lédan pour les questions à Taruna. Merci beaucoup, Taruna. Très instructif, votre présentation sur la culture et la civilisation française. Dommage, vous avez passé peu de temps sur la francophonie. Je crois que le temps que vous étiez compté. Alors, j'ai une petite question justement pour vous faire parler un peu plus de francophonie. Vous connaissez le symbole de la francophonie, ce drapeau avec les 5 couleurs différentes. Est-ce que vous savez à quoi, que représentent ces 5 couleurs? Les 5 points, c'est ça,
tout à fait. Et je vais avoir une petite question complémentaire pour vous. Est-ce que vous connaissez la devise de la francophonie? Non? Alors, je vais vous apprendre quelque chose. La devise de la francophonie, c'est égalité, complémentarité et solidarité. Et à mon sens, le terme solidarité est le terme le plus important pour cette organisation. Merci encore pour votre présentation, Taranta. Merci. Garima, est-ce que Garima. tu es là? Garima est toujours là, mais peut-être elle ne peut pas nous entendre. Qu'est-ce qu'on fait donc? Garima, tu peux écrire la réponse aussi sur la discussion, chatbox. Alors, je vais répéter ma question pour Garima. Si Garima nous écoute, merci d'écrire votre réponse dans le chat box. Alors, ma question, c'était, est-ce que vous savez combien de pays sont membres de la francophonie? C'est bien ça, c'est 88. Merci beaucoup. Donc, il y a, je vais préciser un petit peu, hein. Il y a 54 pays qui sont États et gouvernements membres de la francophonie. Il y a 7 États qui sont gouvernements et États associés. Et on a 27 États qui sont observateurs. Donc, en tout, ça fait 88. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup, Marilyn. Mahapurva, est-ce que nous avons d'autres choses? On va finir bientôt, je pense. Hein? Yes, we are done with the competition, Francophonie competition. And with this, we came to the end of today's session. And we have moved 3 paper presentations for tomorrow. And we'll meet tomorrow at 2:30 p.m. with 2 more technical sessions and 3 paper presentations left from today, and few more presentations by French language students. Have a nice evening. Thank you. Merci beaucoup, Marilyn. Et on va se revoir. Donc, on va se revoir demain encore. Ok. À même heure. Ok, ça marche. Très bien. Au revoir. Merci beaucoup. Ok, merci à tout le monde et bonne soirée. Bonne soirée. Oui, merci. Merci tout le monde. Merci beaucoup.